Chunk One. En vous l'avez vu, n'est-ce pas? J'ai donné toutes les bonnes réponses. N'était-ce pas merveilleux? J'aurais pu être l'actrice, vous ne trouvez pas? À 85 ans, Julie Christie est complètement seule. La lauréate d'un Oscar, qui a autrefois fréquenté Warren Beatty, passe maintenant ses journées en silence. Son mari, depuis 46 ans, est décédé il y a quelques mois, en mai 2025. Elle a été aperçue dans une laverie locale, méconnaissable, avec ses cheveux argentés et sans maquillage. Mais ce n'est pas le plus triste. Christie se bat contre une maladie secrète depuis plus d'une décennie qui efface lentement ses souvenirs. La vérité sur ce qui est vraiment arrivé à la Golden Girl d'Hollywood va vous choquer. Julie Frances Christie est née le 14 avril 1940 au domaine Single John T, à Shabua, Assam, pendant le Raj britannique. Son père dirigeait la vaste plantation tandis que sa mère était une peintre galloise dont l'esprit libre se heurtait à la formalité coloniale. Julie a grandi entre deux mondes. Il y avait la discipline stricte de la vie de plantation et la chaleur imprévisible de sa mère artiste. Elle a passé une grande partie de sa petite enfance sous la garde de sa nounou indienne, qui l'attachait parfois à un arbre lorsqu'elle devenait trop espiègle. Entourée de beauté, de privilèges et de complexité culturelle, elle a développé une vision non conventionnelle du monde. Sa vie a complètement changé à l'âge de 6 ans. Ses parents l'ont envoyée seule en Angleterre, la plaçant dans des familles d'accueil et l'inscrivant au couvent de Our Lady School à St. Leonards-on-Sea. Ce n'était pas un arrangement temporaire, mais une rupture permanente avec sa vie en Inde. La chaleur et la couleur de ses premières années ont été remplacées par les règles froides et rigides de l'éducation conventuelle. Elle a été expulsée de sa première école pour avoir raconté une blague osée, et peu de temps après, on lui a demandé de quitter une autre. Elle a finalement atterri à Wacom Court School, dans le Buckinghamshire, mais le mal était fait. La fille à l'esprit libre d'Assam était maintenant enfermée dans des murs institutionnels. Sa décision de fréquenter la Central School of Speech and Drama de Londres était plus motivée par le désir de vivre le style de vie d'un artiste que par une passion dévorante pour le métier d'acteur. Derrière son image publique, elle luttait contre une timidité paralysante. Warren Beatty l'a qualifiée à la fois de la personne la plus belle et la plus nerveuse qu'il ait rencontrée. Elle détestait voir sa photo sur les couvertures de magazines, sachant que les histoires qui y étaient attachées étaient loin de la vérité. La célébrité est venue si soudainement qu'elle n'a jamais appris à être à l'aise avec elle. Chunk 2. Elle comparait le fait d'être reconnue en public à être Lassie, le chien merveilleux. L'anxiété était si forte qu'elle évitait souvent complètement les rôles. Et même des décennies plus tard, les réalisateurs devaient la persuader pendant des mois avant qu'elle ne s'engage dans un projet. Ses débuts sur scène ont été modestes. En 1957, elle s'est produite avec le répertoire fritin dans l'Essex. Loin du glamour de Londres, elle a refusé plusieurs rôles de premier plan dans les années suivantes, y compris celui de l'impératrice russe dans Nicolas et Alexandra. Son extrême sélectivité venait d'une peur de se répéter, ce qui limitait ses choix, mais garantissait que lorsqu'elle acceptait un rôle, elle s'y donnait à fond. La réalisatrice Sarah Pille a dit qu'une fois que Julie s'était engagée, elle se donnait complètement au travail. Le premier vrai avant-goût de la célébrité pour Julie Christie est arrivé en 1961 lorsqu'elle a joué dans la série de science-fiction de la BBC, For Andromeda. L'émission a été créée par l'astrophysicien de Cambridge, Fred High, et le producteur de télévision John Elliott, et elle racontait l'histoire de scientifiques qui captent un signal radio de la galaxie d'Andromède. Le signal contient des instructions pour construire un ordinateur puissant. Christie a joué 2 rôles. Christine, une assistante de laboratoire brune qui meurt dans un suicide mystérieux à l'intérieur du laboratoire informatique, et Andromeda, son clone blonde créé à partir d'ADN. L'ordinateur tue Christine, puis utilise son code génétique pour produire Andromeda, un être magnifique mais dangereux avec un esprit extraterrestre. À un moment donné,
Andromeda avertit les humains que son espèce prendra le relais et que la leur disparaîtra comme les dinosaures. La série a été le premier grand drame de science-fiction pour adultes de la BBC depuis les séries Quatermass des années 1950, et elle a fait de Christie une star de la télévision. Elle n'a obtenu le rôle qu'en raison d'un changement de dernière minute. L'actrice Topsy Jane avait été initialement choisie, mais elle est tombée malade juste avant le début du tournage. Christie est intervenue et ce coup de chance est devenu un schéma dans sa première carrière. Le réalisateur John Schlesinger l'avait refusé pour A Kind of Loving en 1962, la jugeant trop excitante pour le rôle, et il l'a également rejetée pour jouer Anne Frank. Mais lorsque Topsy Jane a dû quitter Billy Liar en 1963, Schlesinger a choisi Christie à la place. Il a même réécrit son introduction. Elle est donc apparue en marchant à travers un montage avec une musique jazz dans une partie en réaménagement de la ville, pleine de style et de confiance. À peu près au même moment, elle a été envisagée pour Honey Rider dans le premier film de James Bond, Dr. No. Mais le producteur Albert R. Broccoli a choisi Ursula Andress après avoir été impressionné par sa silhouette. Après A for Andromeda, Christie a bâti sa présence à la télévision avec des choix intelligents. Elle s'était formée à la Central School of Speech and Drama et avait fait ses débuts sur scène en 1957. En 1961, elle est apparue dans Call Oxbridge 2000. Chunk 3. Et en 1962, elle est brièvement revenue pour la suite The Andromeda Breakthrough. Elle n'est apparue que dans un seul épisode avant que la BBC ne refuse de payer des frais d'option de $300 pour la garder, et Susan Hampshire a repris le rôle. La même année, Christie est passée au cinéma avec ses débuts dans The Fast Lady et Crooks Anonymous, deux comédies des studios Ealing. Ses premiers rôles, en particulier A for Andromeda, ont contribué à définir son mélange d'innocence et de glamour, préparant le terrain pour son succès cinématographique ultérieur. Pourtant, elle craignait d'être piégée dans des rôles de science-fiction. Son inquiétude s'est avérée valide des années plus tard lorsqu'elle a joué dans Demon Seed en 1967 en tant que femme retenue, captive par un ordinateur IA, appelé Proteus I4 qui veut la féconder. Les critiques l'ont comparée à Rosemary's Baby, mais avec la technologie au lieu de l'occulte. L'histoire de la conception informatisée et du contrôle génétique faisait trop écho à son rôle d'Andromeda pour être confortable. Dès le début, elle dégageait un air de mystère que le public trouvait magnétique. Les critiques ont remarqué comment elle semblait maîtriser l'écran sans effort. Une critique dans le Times disait qu'elle avait la rare qualité de faire disparaître tout le reste quand elle était à l'écran. Le critique de cinéma Andrew Sarras l'a qualifiée d'apparition poétique, et le réalisateur Stephen Frears a admis qu'après l'avoir vue dans Billy Liar, il avait rêvé d'elle pendant des années. En 1962, Julie Christie a failli devenir la première James Bond girl. Le producteur Albert R. Broccoli l'envisageait sérieusement pour Honey Rider dans Dr. No, mais l'a refusé parce qu'il pensait que sa silhouette était trop mince pour le rôle. Le rôle est allé à Ursula Andress, dont la scène en bikini blanc est devenue l'un des moments les plus célèbres du cinéma. D'autres noms ont été considérés, mais Andress a été choisie seulement 2 semaines avant le tournage, après que les producteurs ont vu une photo prise par son mari, John Derek. Perdre le rôle s'est avéré être une bonne fortune pour Christie. Cela l'a libérée pour prendre des rôles plus sérieux qui définiraient sa carrière. Et l'apparence même qui lui a coûté le rôle de Bond est devenue plus tard une partie de son charme distinctif dans la nouvelle vague britannique. Ses débuts au cinéma ont eu lieu la même année dans 2 comédies légères, Crooks Anonymous et The Fast Lady. Le premier avait un budget de 125 000 $ et la mettait en couple avec Leslie Phillips et Stanley Baxter. Le second était une farce burlesque dans le style des comédies britanniques populaires des années 1950. Mais Christie est rapidement devenue malheureuse. Ses producteurs voulaient la transformer en une star glamour, mais elle a résisté.
Au lieu de voiture, tape à l'œil, elle conduisait un vieux scooter dans Londres. Elle portait des tailleurs gris simples aux événements de presse au lieu de robes élégantes. Ce conflit a conduit à sa libération anticipée d'un contrat de 3 films, lui donnant la liberté de trouver de meilleurs rôles. Sa grande chance est arrivée par hasard en 1963 lorsque l'actrice Topsy Jane a abandonné Billy Liar. Le réalisateur John Schlesinger a choisi Christie comme Liz, une jeune femme à l'esprit libre qui a tenté le personnage de Tom Courtenay de quitter sa petite vie de ville. Chunk 4. Le film a été tourné à Bradford, dans le Yorkshire, montrant des parties de la Grande-Bretagne qui disparaissaient à l'époque. La performance de Christie n'a duré que 11 minutes à l'écran, mais elle lui a valu une nomination au BAFTA et le prix du nouveau venu le plus prometteur du Variety Club. Le moment était parfait, car le film est sorti juste avant que la Beatlemania ne commence à changer la culture britannique. En 1965, son nom traversait l'Atlantique. Le réalisateur légendaire John Ford l'a choisi pour Young Cassidy, remplaçant Shirley Mlan. C'était remarquable parce que Ford travaillait rarement avec des nouveaux venus à ce stade de sa carrière. Christie a joué Daisy Battles, une jeune prostituée, dans le biopic du dramaturge irlandais Casey. Le casting s'est venu par l'intermédiaire du producteur Joseph Janney, qui l'avait engagé pour un contrat de 5 ans après Billy Liar. Elle a regretté plus tard l'accord, se sentant piégée par les décisions prises par Isa pour elle. Pourtant, le choix de Ford a confirmé son passage de nouveau venu de la nouvelle vague britannique à star internationale en seulement 3 ans. Son plus grand triomphe est venu avec Darling en 1965. Il a été présenté en avant-première à Moscou le 16 juillet et en Grande-Bretagne le 16 septembre. Au moment de la saison des prix de 1966, Christie avait remporté l'Oscar et le BAFTA de la meilleure actrice, ainsi que 5 autres prix majeurs. Le film a obtenu 5 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Bien qu'il n'ait rapporté que 4,5 millions de dollars, en jouant Diana Scott, un mannequin manipulateur, elle a tellement impressionné les critiques que certains se sont demandé si elle ne jouait pas simplement elle-même. La même année, elle a eu 2 succès massifs. Darling et Dr. Zhivago sont sortis à quelques mois d'intervalle, ce qui a incité le magazine Life à déclarer 1965 l'année de Julie Christie. C'était la première fois que le magazine donnait un tel titre à une actrice britannique. À seulement 25 ans, elle dominait à la fois le cinéma d'art et d'essai et le box-office. 2 ans plus tard, le magazine Time a écrit que son influence sur la mode était plus grande que celle des 10 femmes les mieux habillées au monde réuni. Ironiquement, elle a failli refuser son rôle le plus célèbre. Le réalisateur David Lean a dû l'approcher 3 fois avant qu'elle n'accepte de jouer Lara dans Dr. Zhivago. Elle aimait le roman de Boris Pasternak, mais doutait du ton romantique du film et de la pression de diriger une production de 15 millions de dollars. Omar Sharif était déjà choisi et le tournage avait commencé avec une incertitude quant à l'actrice principale. Ce n'est qu'après que Lean lui ait rendu visite personnellement à Londres qu'elle a finalement accepté. À sa sortie, le 22 décembre 1965, Dr. Zhivago est devenu un phénomène de box-office. Il a rapporté 11,7 millions de dollars lors de sa première diffusion, ce qui équivaut à environ 135 milliards de dollars aujourd'hui, ce qui en fait le 8e film le plus rentable de tous les temps, ajusté à l'inflation. Chunk 5. Sur un budget de 15 millions de dollars, le profit était extraordinaire. Le film est resté à l'affiche pendant plus de 2 ans, certains cinémas le diffusant pendant 18 mois consécutifs. En 1967, les recettes mondiales ont dépassé les 200 millions de dollars. Il a même surpassé tous les films de James Bond et tous les classiques de Disney à l'époque. Beaucoup ont attribué la performance de Christie comme la raison pour laquelle le public est revenu encore et encore. Warren Beatty a vu Julie Christie pour la première fois en 1966 lors de la représentation royale de Born Free à Londres. Il était là avec sa petite amie Leslie Caron.
Mais au moment où il a repéré Christie, il n'a pas pu la quitter des yeux. Il s'est même retourné pour regarder la reine Élisabeth II lui serrer la main. À partir de cette nuit, il était déterminé à la rencontrer. Avec l'aide du concepteur de production Richard Silbert, Batty a organisé leur première rencontre pendant le tournage de Puglia à San Francisco. En 1967, ils étaient en couple et leur romance a duré jusqu'en 1974. Batty disait souvent à ses amis qu'il considérait Christie comme sa femme et a même promis de lui verser une pension alimentaire s'ils se séparaient un jour. Ils gardaient généralement des maisons séparées, mais ils étaient le couple le plus surveillé d'Hollywood. Batty avait gagné assez d'argent avec Bonnie and Clyde en 1967 pour ne plus jamais avoir à travailler, ce qui lui donnait la liberté de se concentrer sur leur relation. Lorsqu'ils se sont séparés en 1974, Christie a refusé son offre de pension alimentaire, prouvant son indépendance. Les sentiments de Batty pour Christie étaient si profonds que lorsqu'il a commencé à travailler sur son film épique Reds à la fin des années 1970, il a écrit le rôle de Louise Bryant pour elle. Ils avaient même voyagé ensemble en Russie en 1969 pour faire des recherches sur l'histoire. Le rôle semblait parfait pour elle, mêlant passion politique et forte présence à l'écran. Mais dans une surprise qui a stupéfié Hollywood, Christie l'a refusé. Batty avait passé des années à créer le rôle en pensant à elle, et son refus a été un coup dur. Diane Keaton a pris le rôle à la place et a obtenu une nomination aux Oscars. Christie avait déjà refusé plusieurs autres rôles dignes d'un Oscar, notamment On achève bien les chevaux et Nicolas et Alexandra. Malgré tout, lorsque Reds a valu à Batty l'Oscar du meilleur réalisateur en 1982, il a dédié le film à elle. La vraie raison de leur rupture est venue de Christie elle-même. Elle a dit un jour « Je l'aimais, mais je ne pouvais pas supporter le sentiment d'être partagée. » Batty avait la réputation d'être avec d'autres femmes, et Christie ne pouvait pas vivre avec ça. Elle avait autrefois été un symbole de l'esprit libre des années 1960, affirmant qu'elle ne croyait pas au mariage ni à l'installation. Mais son amour pour Batty l'a changé. Elle a commencé à rêver de mariage et d'un foyer ensemble. Chunk 6. Batty, cependant, croyait que tant qu'il n'était pas marié, il pouvait voir d'autres femmes. Christie se retrouvait souvent en larmes, sachant qu'une autre jeune femme était avec lui cette nuit-là. En fin de compte, elle est partie lorsque la douleur de le partager est devenue trop forte. Dans l'une de ses admissions les plus personnelles, Christie a révélé à quel point ses sentiments pour Batty étaient profonds. « Je suis terriblement dépendante de lui, comme un bébé de sa mère, alors nous voyageons d'avant en arrière pour être ensemble. » C'était une confession surprenante de quelqu'un qui était connu pour son indépendance et qui avait refusé ses demandes en mariage parce qu'elle ne voulait pas d'enfants. Ils gardaient des maisons séparées, mais voyageaient constamment pour se voir. Le cycle des départs et des retours est devenu épuisant. Pourtant, cela a montré à quel point ils étaient étroitement liés, l'un à l'autre. Ils ont également travaillé ensemble pendant leur relation et même après sa fin. En 1971, ils ont joué dans McCabe and Mrs. Miller, filmé au plus fort de leur romance, ce qui a valu à Christie une nomination aux Oscars et a été plus tard conservé dans le National Film Registry. En 1975, ils sont apparus dans Shampoo, jouant d'anciens amants d'une manière qui reflétait leur vie réelle. Leur dernier film ensemble est sorti en 1978 avec Heaven Can Wait, où ils ont de nouveau joué des rôles romantiques, même si leur romance avait pris fin 4 ans plus tôt. Entre ces 3 films, ils ont obtenu un total de 14 nominations aux Oscars et en ont remporté 2. Leur connexion à l'écran est restée aussi forte que jamais, prouvant que même après que l'amour s'estompe, le respect et la chimie peuvent toujours maintenir 2 personnes ensemble. Julie Christie aurait pu bâtir une carrière encore plus grande si elle avait accepté les rôles qui lui étaient offerts. Mais elle disait souvent non lorsque d'autres auraient sauté sur l'occasion. Elle a refusé Anne des 1000 jours. On achève bien les chevaux, n'est-ce pas? Et Nicolas et Alexandra.
Chacun de ces films a valu des nominations aux Oscars pour les femmes qui ont pris les rôles. Son film de 1973, Ne vous retournez pas, lui a valu l'un des moments les plus commentés de l'histoire du cinéma. Une scène de sexe avec Donald Sutherland a duré 5 minutes et avait l'air si réelle que des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il l'avait réellement fait devant la caméra. La scène comprenait même une représentation rare de sexe oral pour un film grand public à l'époque. Christie a dit plus tard que les gens ne faisaient pas de scène comme ça. À cette époque, Eckel et Sutherland étaient tous les deux embarrassés. Les censeurs américains ont dit au réalisateur « Nous ne pouvons pas voir de coups de rein, nous ne pouvons pas voir la montée et la descente entre les cuisses. » Le film a été classé R aux États-Unis et a reçu un certificat X en Grande-Bretagne. Des années plus tard, un producteur a affirmé les avoir vus, avoir de vraies relations sexuelles, mais Sutherland l'a nié avec colère. Warren Beatty, son petit ami à l'époque, a essayé de faire couper la scène, disant même aux dirigeants de retirer les poils pubiens poil par poil. Le talent d'actrice de Christie a continué de briller pendant des décennies. Chunk, 7. Après sa victoire aux Oscars en 1966 pour Darling, elle a été nominée à nouveau en 1971 pour McCabe and Mrs. Miller. Ensuite, il y a eu un écart de 26 ans avant sa prochaine nomination en 1997 pour Afterglow. 10 ans plus tard, en 2007, elle a été nominée pour Away From Her, jouant une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer à l'âge de 67 ans. Elle n'a jamais remporté d'autres Oscars, mais 4 nominations en 41 ans l'ont placée parmi les plus grands. Les prix ne semblaient jamais lui importer beaucoup. Pourtant, sa carrière a prouvé qu'elle pouvait toujours attirer l'attention chaque fois qu'elle le souhaitait. Dès le début, elle a résisté aux règles d'Hollywood. En 1965, elle a dit qu'elle ne voulait jamais être une grande star et qu'elle craignait de devenir insupportable. Elle a même sauté de grandes tournées de films pour rejoindre la Royal Shakespeare Company. La célébrité l'effrayait. Elle préférait dormir sur les planchers d'amis plutôt que d'être choyée comme une célébrité. Dans les années 1980, elle a ralenti sa carrière, passant plus de temps dans la campagne anglaise. Elle s'est consacrée à des causes politiques et environnementales et s'est tenue à l'écart de la machine cinématographique commerciale, qu'elle sentait maintenant uniquement motivée par l'argent. Son indépendance s'est également manifestée dans son style. Aux Oscars de 1966, elle a accepté son prix en portant un pantalon à jambes larges au lieu d'une robe. Cela a choqué le public et l'Académie, qui avait un consultant en mode dans les coulisses pour empêcher les vêtements inappropriés. Christie l'a dépassé avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Le magazine Time a déclaré que son look avait eu plus d'impact sur la mode que toutes les listes des mieux habillés de l'année réunie. Elle avait fabriqué le pantalon elle-même, transformant le moment en un petit acte de rébellion qui a changé la façon dont les stars s'habillaient aux Oscars. Sa voix politique s'est renforcée dans les années 1970. Elle a soutenu le mouvement pacifiste de la guerre du Vietnam, bien qu'elle soit timide en public. Elle a participé à des manifestations dans les années 1980, notamment un rassemblement en 1980 à Newcastle contre les exercices militaires de la guerre froide et une manifestation en 1983 devant une usine fabriquant des pièces d'armes nucléaires. Elle n'avait pas peur de faire face à l'arrestation pour ses convictions. Dans les années 2000, elle a défendu les droits de l'homme, en particulier contre les abus à Guantanamo Bay. Aux Oscars de 2008, elle portait un ruban orange pour exiger la fermeture de la prison. Elle a même participé à des grèves de la faim en solidarité avec les détenus. Elle est devenue une mécène de Reprieve qui a défendu des prisonniers comme Binyam Muhammad. Christie a ouvertement accusé les gouvernements de torture et de dissimulation, affirmant que la restitution extraordinaire n'était qu'un autre mot pour disparition. Son activisme s'est étendu bien au-delà des gros titres. Elle a voyagé à travers le Nicaragua, le Salvador et l'Argentine, rencontrant des survivants de torture et des familles de disparus. Chunk, 8. Ces expériences ont façonné sa vision de la guerre contre le terrorisme de l'Amérique.
lui rappelant les horreurs dont elle avait déjà été témoin sous d'autres régimes. Elle a dit que de tels abus pouvaient arriver n'importe où, même dans les démocraties. Elle était également très critique à l'égard de George W. Bush. Elle a dit qu'elle craignait qu'il ne déchaîne une vague de sadisme et croyait qu'il l'avait fait. Après le 11 septembre, elle a critiqué le mélange angoissant de médias et de réactions politiques qu'elle considérait comme irrationnel. Elle a condamné le terme combattant illégal comme une astuce juridique pour dépouiller les droits de l'homme. En 2008, elle a déclaré que son administration avait déstabilisé le monde entier. À ce moment-là, Christie s'était éloignée du feu des projecteurs hollywoodiens. Elle a dit que l'industrie était contre tout ce qu'on lui avait appris à valoriser. Elle n'aimait pas l'examen constant et le marketing des stars en tant que produit. Elle a rejeté des offres lucratives pour pouvoir vivre tranquillement dans l'Angleterre rurale. Lire, jardiner et soutenir les causes auxquelles elle croyait. Ce n'était pas une retraite, c'était sa façon de reprendre le contrôle d'une industrie en laquelle elle n'avait plus confiance. Julie Christie a rencontré le journaliste d'investigation Duncan Campbell en 1978 dans un club de Camden Town, dans le nord de Londres. Elle était déjà une actrice célèbre avec un Oscar, tandis que lui faisait des vagues en tant que journaliste intrépide pour The Guardian. Campbell venait de faire face au procès ABC très médiatisé en vertu de la loi sur les secrets officiels un an plus tôt. Christie, qui en avait assez du glamour superficiel d'Hollywood, a trouvé en lui quelqu'un qui partageait ses valeurs et sa passion pour la vérité. Son dévouement à la politique de gauche et à la justice sociale correspondait à ses propres idéaux en évolution. Cette nuit-là a déclenché une relation qui allait durer 46 ans extraordinaires, défiant tranquillement toutes les attentes d'Hollywood. Ils sont restés ensemble de 1969 jusqu'à la mort de Campbell le 16 mai 2025 à l'âge de 80 ans. Campbell est devenu le principal correspondant judiciaire de Grande-Bretagne, couvrant des affaires tristement célèbres comme les meurtres de Stephen Lawrence et James Bullier et les crimes de Fred et Rosemary West. En 1999, ils ont déménagé à Oggi, en Californie, où Campbell est devenu le correspondant de la côte ouest du Guardian. Christie a continué sa carrière d'actrice, obtenant sa 4e nomination aux Oscars en 2007 pour Away From Her, tandis que Campbell s'est tourné vers l'écriture de livres. Son best-seller de 2019, The Underworld, a cimenté son héritage. Malgré leur réalisation publique, leur relation est restée si privée que peu de médias en ont jamais parlé. En janvier 2008, le frère de Christie a révélé une surprise. Elle et Campbell s'étaient secrètement mariés 2 mois plus tôt en Inde, son lieu de naissance. Elle avait 66 ans au milieu de sa campagne aux Oscars et avait longtemps dit qu'elle ne voyait aucune raison de se marier. Chunk, 9. Sa famille ne l'avait même pas su avant la cérémonie. La nouvelle a éclaté seulement 3 jours après qu'elle ait remporté un Screen Actors Guild Award, ce qui a ajouté au choc. Même après près de 3 décennies ensemble, Christie et Campbell n'ont jamais vécu sous le même toit. Elle attachait trop d'importance à son indépendance, disant qu'elle avait toujours préféré la vie partagée avec des amis plutôt qu'un foyer de couple conventionnel. Campbell respectait cela complètement. Leur arrangement n'était pas une bizarrerie, mais un choix délibéré, montrant que l'amour n'avait pas besoin de cohabitation pour durer. À la fin des années 1970, Christie avait quitté Los Angeles pour une ferme au pays de Galles. Elle la partageait avec des amis et parfois avec des familles, croyant en la responsabilité collective des animaux, des foyers et même de l'éducation des enfants. Elle gardait également une maison dans l'East End de Londres. C'était un style de vie enraciné dans l'environnementalisme, le végétarisme et la communauté. En 2024, une rare observation de Christie dans une laverie a fait sensation. À 45 ans, elle a adopté ses cheveux argentés naturels et a évité le maquillage, contrastant avec l'obsession d'Hollywood pour la jeunesse. Son retrait de la vie publique avait été progressif depuis le milieu des années 2000, faisant de chaque apparition un petit événement en soi. Son rôle dans Away From Her en 2006 a été un tournant.
Jouer une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer lui a valu une grande reconnaissance, un Golden Globe et une autre nomination aux Oscars. Elle a dépeint la maladie avec profondeur et dignité, ce qui a résonné encore plus lorsqu'il est apparu en 2008 qu'elle vivait elle-même avec une amnésie autobiographique depuis plus d'une décennie. La condition rendait difficile la mémorisation de sa propre vie et l'apprentissage des répliques un défi. Elle avait refusé de nombreux rôles à cause de cela. Pourtant, sur le plateau, elle était et restée impeccable. La valeur nette de Christie est d'environ 10 millions de dollars, un chiffre modeste pour quelqu'un de sa stature. Cela reflète son refus de toute une vie de courir après l'argent au détriment de ses principes. Elle a choisi des rôles pour leur signification, pas pour leur salaire, même lorsque cela signifiait renoncer à des offres lucratives. Aujourd'hui, à 85 ans, Christie vit selon ses propres conditions, loin des exigences d'Hollywood. Son mariage avec Campbell était un partenariat d'ego. Sa vie, un rejet constant des pressions de l'industrie. Elle a montré que l'indépendance, l'authenticité et la dignité peuvent compter plus que la célébrité et qu'une vie vécue selon des valeurs personnelles peut être plus riche que toute carrière publique.